Bienvenue sur Polyteka. Merci de votre attention. Soutenez notre projet en likant et en vous abonnant à la chaîne. Aujourd'hui, notre invité est Léon Weinstein. Bonjour Léon, ravi de vous recevoir. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté. Le chaos mondial avec mes commentaires. C'est exactement ce qui est écrit sur votre chaîne YouTube à laquelle j'invite nos spectateurs. Parlons du chaos mondial. Je voudrais débuter notre échange par ce que nous constatons actuellement. Xi Jinping sera à Moscou pendant 4 jours. Et donc, selon la version de beaucoup, quelque chose sera signé. Peut-être pas seulement avec Poutine. Des rencontres à 3 ou 4 sont prévues pour discuter des guerres commerciales et des négociations qui débutent aux États-Unis. Disons-le ainsi, tout l'ensemble des relations est à l'ordre du jour. Comment voyez-vous la situation dans son ensemble et quelles sont vos attentes concernant ces rencontres? Eh bien, je pense que la Chine se trouve maintenant dans une situation où pour la première fois, elle doit demander quelque chose. Ils vont faire semblant de ne rien demander, probablement pour la première fois. Et pour la première fois en 20 ou 30 dernières années, ils ont toujours soit fait pression, soit soudoyé, soit simplement commandé, et tout le monde s'alignait. Embrasser la bague. Et en ce moment, ils ont une très mauvaise situation, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'influence extérieure avait déjà agi sur l'intérieur avant même que Donald Trump n'annonce le changement. Eh bien, disons-le ainsi, le retour du commerce mondial à l'équité, si l'on parle selon les propositions et les mots de Donald Trump. Et cela est tombé à un moment où la Chine connaissait déjà d'énormes problèmes, tant dans la production que dans l'immobilier et dans l'endettement de la population. Et Donald Trump a frappé à un moment difficile pour la Chine. Mais il n'avait rien de spécifique en tête, c'est juste que le moment était venu, il a été élu et il a agi. Ils n'ont pas attendu un siècle et que la situation se dégrade pour agir. Et à cause de cela, il arrive toutes sortes de choses désagréables à la Chine. Je comprends que le Parti communiste, au premier stade, réprime assez facilement toute résistance par le sang, par n'importe quel moyen. Ils l'ont déjà prouvé à de nombreuses reprises, notamment sur la place Tiananmen. Eh bien, et dans d'autres situations, ils n'hésitent pas, disons, à encercler un quartier, comme l'Union soviétique l'a fait autrefois en Ukraine. Et donc, dire 8 millions ici ou là, peu importe combien meurent de faim, cela ne leur pose aucun problème. C'est pourquoi, au premier stade, ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas encore particulièrement effrayant. Mais le problème, c'est que la Chine perd un à un ses alliés potentiels. Et tous ces pays qui entourent la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, à l'exception de la Corée du Nord, ils sont prêts, ils veulent, et ils se sont déjà alignés pour entrer en alliance avec les États-Unis d'Amérique et non avec la Chine. C'est pourquoi la Chine doit faire quelque chose, afin d'une part de sortir de la situation où leurs usines ferment, où des millions de personnes perdent leur emploi, et d'autre part de réprimer cette résistance que le peuple manifeste actuellement. Une fois de plus, les jeunes, comme sur la place Tiananmen, sont descendus dans la rue, une pratique qu'ils avaient déjà. Si tu ne pouvais pas trouver de travail en Chine pendant quelques années après avoir terminé tes études, ils te prenaient et t'envoyaient de force dans un kolkhoz. Là-bas, ce n'est pas un kolkhoz, mais quelque chose d'autre. Mais quand même, ça veut dire aller travailler au champ. Voilà des jeunes hautement instruits, pour lesquels il n'y avait tout simplement pas assez de place, afin qu'ils ne traînent pas dans les villes. On les envoyait pour ainsi dire, soi-disant temporairement, mais en réalité temporairement. Cela peut durer 100 ans, n'est-ce pas? Les voilà maintenant qui reviennent massivement de ces champs, et au moins à Shanghai. C'est précisément ce groupe qui a, en fait, donné, pour ainsi dire, le coup d'envoi du soulèvement. Eh bien, le soulèvement est encore loin, mais néanmoins, je termine maintenant dans 1 minute. Pour la Chine, la sortie la plus facile de la situation, c'est la guerre. C'est-à-dire, soit attaquer Shanghai, soit participer en Inde, au Pakistan, soit faire quelque chose avec la Russie, participer pour transférer sa population en état de guerre. Donner à tous des cartes de rationnement pour qu'ils reçoivent leur portion de riz ou autre chose.
Instaurer le couvre-feu, enrôler les principaux fauteurs de troubles dans l'armée, les envoyer au front pour qu'ils y périssent. Et ainsi, comme cela s'est souvent produit dans l'histoire de l'humanité, résoudre ses problèmes internes par des affaires extérieures. C'est pourquoi la Chine a deux tâches. La première est de recréer cette alliance, ou plutôt, pas exactement la même, mais une autre avec la Russie ou avec quelqu'un d'autre, afin de comprendre sur qui ils peuvent vraiment compter. Et la deuxième, je pense, c'est de décider dans quelle guerre s'engager afin de calmer leur propre population. Une vérité éternelle. Si la situation intérieure est mauvaise, commence une guerre. Oui, pour préserver d'une manière ou d'une autre leur propre situation. Chez tous les peuples, à toutes les époques, cela s'est produit. Malheureusement, le XXIe siècle n'étant rien différent du XIe ou de 3000 ans avant notre ère. Les gens n'ont pas changé, donc tout reste pareil. Pékin, avec Moscou, souhaite former un monde multipolaire et égalitaire. Nous entendons de telles déclarations de la part de Moscou et de Pékin. L'idée d'un monde égalitaire ne contredit-elle pas la domination effective de la Chine dans ses relations avec la Russie? Vous savez, je ne peux pas dire précisément à ce sujet. Je comprends ce qu'ils veulent là-bas, comme Yalta sous Staline, oui pour ainsi dire, afin de se renforcer, obtenir leur tiers du globe. Je ne sais pas, là-bas ou combien, ou simplement des zones d'influence et savoir qu'un autre prédateur n'interviendra pas. Mais la Russie a depuis longtemps cessé d'être celui qui peut prétendre à sa propre région d'influence. Voilà qu'elle essaie de tout régler là-bas, de faire le ménage à coups d'attaque, ici et là. D'ailleurs, à mon avis, l'attaque contre l'Ukraine s'est produite pour une raison complètement différente, mais c'est une autre histoire. Et donc, je pense qu'en ce moment, on est justement en train de créer un bloc contre le bloc américain pour pouvoir dire, voilà, nous sommes ensemble. Nous aurons une zone d'influence comme ça, nous allons exiger, mais dans cette zone d'influence, toi, la Poutine, ou vous, les Russes, vous recevrez ce morceau, vous serez là, vous serez comme un prince local dans notre grand royaume, notre khanat ou quelque chose comme ça. Eh bien, ici, d'ailleurs, je comprends que la Chine soutient officiellement un tel agenda anti-hégémonique où les États-Unis et leurs alliés ne peuvent pas dicter les conditions de l'ordre mondial global. Ou alors, ce que la Chine entend concrètement par le concept de monde multipolaire est assez intéressant. Mais en ce qui concerne la question de savoir pourquoi la guerre en Ukraine a-t-elle commencé, c'est quand même intéressant. Poutine et Xi sont convaincus que, pour parvenir à un règlement durable de la guerre en Ukraine, il est nécessaire d'éliminer ses causes profondes. La déclaration conjointe des deux pays suite aux négociations au Kremlin l'indique. La Russie et la Chine déclarent qu'elles soutiennent tous les efforts visant à instaurer la paix. Il me semble que ces déclarations de Poutine et Xi sont un exemple classique de rhétorique géopolitique polie et voilée, où chaque phrase porte un certain sens caché. Alors, quelles sont donc les causes premières qui ont déclenché cette guerre et en quoi consiste la menace que la Chine soutienne également la résolution de ces causes premières? Eh bien, regardez, bien sûr, mon avis, c'est mon avis, n'est-ce pas? Et, malheureusement, ici nous n'avons pas de base scientifique ou même factuelle sur laquelle on pourrait dire que 2 plus 2 font 4, etc. Dans un sens, ce sera spéculatif. Et en disant cela, la Russie, d'après toutes les actions qu'elle a entreprises au début, c'est jusqu'à l'année 2014. Elle avait bien sûr des plans pour s'emparer de tout ce qu'elle voulait, mais je veux vous assurer que l'Amérique aussi, au Pentagone, a des plans pour s'emparer de tout ce qu'elle veut. Ce sont des développements normaux, qui sont faits au cas où, pour l'avenir et ce genre de choses. Je me souviens que dans les années 90, avant l'arrivée de Poutine, plusieurs personnes m'ont raconté qu'à une certaine époque, déjà avant son arrivée, les choses se passaient ainsi. Des cartes d'offensive montrant comment envahir l'Ukraine sont accrochées à l'état-major général. En 1995, 1997, quelques années seulement après la séparation, ils avaient acheté déjà, semble-t-il, ces cartes accrochées. Alors, voilà.
Il semble que l'annexion de la Crimée ait eu lieu uniquement parce que Poutine avait une cote de popularité incroyablement basse et qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, la remonter. Et une opération militaro-patriotique. Du point de vue de cette clique, de cette junte, je ne sais pas, de cette bande, oui, en russe on dirait probablement une bande, que représentait ou dirigeait, représentait pour ainsi dire, il ne dirigeait pas. Je l'ai connu quand il était chez Sobchak à Piter, il commençait déjà à s'occuper de banditisme à ce moment-là. Je comprends donc un peu le profil de cette personne. Donc, l'idée était absolument celle du comité de Gosudarstvenoi Bezopasnosti, pas celle d'un maréchal, mais bien du comité de Gosudarstvenoi Bezopasnosti. L'idée était de faire monter la cote de popularité. Et comme à ce moment-là, il y avait du désordre et de l'instabilité en Ukraine, et comme donc ils ont renversé Yanukovych, je pense que je ne me trompe pas dans les dates, et qui en fait avait été élu légalement. Il y avait, pour ainsi dire, la possibilité de dire que ce n'est pas nous, ce sont eux les mauvais. Pour ainsi dire, c'est eux qui agissent ainsi. Et en général, les Américains et les autres mauvais gars de l'Occident, eux donc, ils éloignent nos frères ukrainiens de nous. Et toute cette rhétorique a été lancée. Je faisais justement des allers-retours à ce moment-là en Russie, donc j'étais au courant de ce qui s'y passait à ce moment-là. La Crimée a été annexée principalement pour faire monter la popularité de Poutine, ce qui a fonctionné comme prévu. En ce moment, la Chine cherche à faire la même chose avec Taïwan pour augmenter sa popularité. Là-bas, ils répètent sans cesse « Nous voulons envahir ». En réalité, ils n'ont pas besoin de s'engager avec tout le monde et de déclencher une guerre. Ils le font, soi-disant, pour le principe. Avec tout l'argent qu'ils gagnent en commerçant, pourquoi voudraient-ils y mettre fin ? Mais quand la cote du Parti communiste ou la cote d'une personne en particulier, comme Chazipin ou Poutine, baisse, alors ils agissent. C'est exactement pareil. Ils tentent de résoudre leurs problèmes internes par des moyens externes. Maintenant, après qu'ils ont pris la Crimée, et après que le monde entier était resté silencieux, et après que, en réalité, Poutine est resté fréquentable, eh bien, il y a eu des cris et des hurlements pendant environ 6 mois, puis tout le monde a compris qu'en fait l'Occident, dans l'ensemble, s'en fichait. Qui se soucie de cette Ukraine ? Et quand Biden, d'abord chez nous, à la Maison-Blanche d'Obama, a essayé d'éloigner la Russie de la Chine. Puis c'est, pour ainsi dire, ce que Trump a fait ensuite. Il faisait peur et disait « Je vais vous faire chuter le pétrole si vous restez là-bas. Vous êtes trop proche de la Chine. » Avec l'arrivée de Biden, la politique a changé. Nous allons vous rendre la vie aussi agréable que possible, plus que quiconque, même la Chine. Nous allons vous offrir quelque chose comme l'Ukraine. Oui, même Burns a été envoyé là-bas comme ambassadeur. Et Burns est une personne qui a écrit des livres sur l'importance de reconstituer l'Union soviétique. Parce que, voyez-vous, un monde unipolaire est mauvais, il faut pour l'équilibre qu'il y ait un monde bipolaire. Il a ensuite été chez nous. En fait, il a reçu un grand prix pour cela, pour avoir négocié avec Poutine, et il est devenu directeur de la CIA. Si vous vous souvenez, le seul directeur de la CIA dans toute l'histoire de la CIA qui se rendait facilement dans un pays avec lequel la CIA luttait, restait. Il y passait plusieurs jours à faire la fête, boire et aller au sauna. En général, Il semble que le gouvernement des États-Unis d'Amérique ait dit à Poutine, pour ainsi dire, « Nous savons ce que tu voudrais, alors si tu veux, prends-le. Donc, nous n'allons rien faire. » À ce sujet, Poutine a exigé que le chef de l'État, si je comprends bien, a exigé, je ne sais pas, a demandé. À ce sujet, Biden s'est également exprimé après l'arrivée de Burns une nouvelle fois de Moscou. Il est passé à la télévision. Toutes les questions posées à Biden étaient préparées. Donc, quand on demande comment savoir s'il ment, c'est une question préparée. Il ouvre la bouche, alors il commence à mentir, voilà. Donc, chez Biden, si on lui posait des questions, cela signifiait que c'était nécessaire pour les gens de Biden que cette question soit posée. Eh bien, la question a été posée. Et si la Russie attaque l'Ukraine, que ferons-nous ? Biden a répondu par une phrase énigmatique, alors incompréhensible pour nous. Il a dit « Eh bien, si tout se passe rapidement, sans trop de sang et sans trop de destruction, alors pourquoi devrions-nous intervenir dans des affaires qui ne nous concernent pas ?» Ce qui, bien sûr, revenait à donner, pour ainsi dire, le feu vert. La CIA a mal évalué la résistance du peuple ukrainien, il ne comptait que les armes, il ne prenait pas en compte le peuple.
C'est pourquoi il y a eu une erreur monumentale tant de la CIA que des services de renseignement extérieurs russes. Ils pensaient qu'en organisant tous ces généraux corrompus, là-bas des colonels et autres du même genre, en ayant payé tout l'argent qui, à mon avis, était énorme, ils ont dépensé, je crois, 2 ou 3 milliards de dollars pour des pots de vin. Si je me souviens bien, Patrouchev en a parlé correctement à ce sujet. Ils pensaient qu'ils marcheraient droit jusqu'à Kiev, que ce serait fini, qu'ils débarqueraient des avions et des troupes aéroportées. Eh bien, là-bas, quelqu'un au bureau du président, pour ainsi dire, commençait à comprendre un peu. Mais eux aussi avaient leurs propres gens là-bas. En fin de compte, soit ils auraient éliminé Zelensky, soit autre chose serait survenue. Oui, Biden, dès que l'offensive a commencé, a envoyé un avion et a appelé Zelensky lui disant « Monte dans l'avion et pars. Nous abandonnons l'Ukraine car tu n'y as rien à faire. Laisse-moi te sauver avec ta famille. » Eh bien, il faut rendre hommage à Zelensky. Je ne l'aime pas en tant que président, mais ici, il s'est comporté comme un homme courageux et valeureux. Et il a déclaré « Merci, je n'ai pas besoin d'avions pour moi. Envoyez plutôt des avions armés. » Par quoi ? À mon avis, je mérite un grand monument sur la place centrale afin que plus rien ne s'y passe. Et ainsi, l'Ukraine s'est retrouvée à être cette monnaie que le monde était prêt à payer à la Russie pour que la Russie ne s'unisse pas avec la Chine. C'est une belle histoire et vous savez, il me semble que beaucoup tireront des conclusions erronées de votre réponse. D'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs à partager ce que vous en pensez. Veuillez écrire dans les commentaires, mais une fois de plus, la question initiale refait surface. Et si la Chine déclare que, pour une résolution durable de la guerre, il est nécessaire d'éliminer ses causes premières, à quoi arrivons-nous ? Puisque maintenant, à l'issue d'un certain délai du second mandat de Trump, on a l'impression que les partis ne sont pas du tout proches, même d'un iota de la paix ou même d'une trêve. Et où cela nous mène-t-il dans les circonstances présentes ? La guerre se poursuit sans cesse. Vous comprenez, il se trouve que le monde entier s'est retrouvé dépendant de la politique intérieure des États-Unis d'Amérique. Je vais expliquer ce que j'ai en tête car c'est complètement incompréhensible. Je comprends que c'est totalement incompréhensible. Le fait est que nous, en Amérique, c'est-à-dire nous sommes les gens qui ont élu Trump. J'étais l'un d'eux, du moins parce que j'ai mis un certain bulletin dans l'urne. En plus de cela, j'ai fait pas mal de choses pour diffuser les idées sur lesquelles Trump s'est appuyé. Alors, essayons de ne pas penser à Trump comme à une personne qui se comporte d'une certaine manière, qui plaisante parfois, qui fait parfois des grimaces ou autre chose, mais pensons plutôt à sa politique. Voici la principale, disons, partie interne pour ainsi dire, de son grand plan. Elle consiste à transférer les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que le budget c'est l'armée, ce sont les fonctionnaires, c'est tout le reste. Il y a les tribunaux, il y a la police et ainsi de suite. Oui, transférer ce budget du financement aux frais d'eux. Je comprends qu'on dira que je me suis éloigné du sujet, mais je vais essayer d'en venir rapidement à ce qui vous préoccupe et vous intéresse. Et donc, passer d'un financement par l'impôt sur le revenu à un financement par les droits de douane. Grâce au fait que quelqu'un veut importer des marchandises chez nous, nous disons « il veut importer des marchandises chez nous ». Et il paie pour cela une sorte de droit, une imposition, donne-nous de l'argent pour cela. Pour que ce soit clair, jusqu'en 1913, c'était comme ça aux États-Unis d'Amérique. En 1912, le président, qui était en fonction à cette époque, a convaincu le Congrès d'autoriser à prélever, je crois, 1 ou 3%, 1% sur tout le monde et 3% sur les riches. Être riche, c'était avoir 25 000 $ de patrimoine, c'était une grosse somme à cette époque. Et parce que c'était spécifiquement pour une guerre, ou pour une opération, ou pour autre chose, il fallait rapidement réunir de l'argent, et le Congrès a accepté. Et donc, en 1913, pour la première fois, on a commencé à prendre de l'argent aux gens. Les gens ne se sont pas indignés, car on leur a dit que c'était minime, et bref. Cette courte période s'est progressivement allongée jusqu'à devenir permanente. Et à l'époque, disons, de Bill Clinton, cela atteignait déjà 90% pour les montants élevés, pour les grosses sommes. Avant 1913, cela représentait la quasi-totalité de notre budget, même si ce n'était pas exactement 100%. Il y avait 3 sources. Et la principale, là, plus de 90% provenaient des douanes.
Désormais, les douanes ne rapportent de plus que 2 à 4%, le reste étant prélevé sur la population. Donc, ça c'est du marxisme, l'impôt progressif c'est du marxisme. Un homme a gagné de l'argent, personne n'a le droit de lui prendre son argent, à moins qu'il ne décide lui-même de le faire. C'est pourquoi Donald Trump, absolument en accord avec la philosophie à laquelle j'adhère, considère qu'on ne peut pas dépouiller les gens, c'est du vol. Parce que chaque fois que le Congrès, ces 450 personnes et quelques, décident qu'ils veulent encore financer quelque chose là-bas, ils disent « Eh bien avec quoi ? Nous n'avons pas encore prélevé d'impôts, alors prenons-en encore plus sur l'essence et maintenant, prenons encore plus d'impôts là-dessus. » Donc, ceci, chez nous, ça s'arrête. Chez nous, d'abord pour le recyclage, pour les retraites. Pour ça, maintenant, ils ne prendront plus d'argent. Dans 1 an et demi, ils ne prendront plus d'argent. De toutes les familles qui gagnent moins de 200 000 $ par an. Cela représente 95% de la population américaine. Puis, l'impôt sur le revenu sera entièrement aboli. C'est grâce à cela que nous prélevons de l'argent comme toutes les autres nations prélèvent des droits de douane. Mais nous ne le faisons pas. Nous prélevons 1, 2, 3, 2,5% au maximum, juste pour le traitement administratif, pour la paperasse. Nous ne faisons pas payer pour le droit d'entrer sur le plus grand, le meilleur, le marché le plus organisé de la planète, où afflue 24% de l'argent du monde entier. Oui, c'est-à-dire qu'un quart du chiffre d'affaires mondial arrive sur notre marché. Et nous ne prenons rien pour cela. Alors, nous allons prendre 10%, mais en même temps, il s'est passé une deuxième chose. Bon, 10%. Nous remarquons qu'au Japon, il n'y a aucune voiture américaine. Est-ce parce qu'elles sont de mauvaise qualité ? Non, elles ne sont pas mauvaises, c'est juste que vous ne laissez pas entrer les nôtres. Vous avez mis une taxe protectrice de 200%, alors que chez nous, vous importez des millions de voitures chaque année. Et ce sont vos ouvriers qui travaillent. Votre acier, votre aluminium sont utilisés, pas les nôtres. C'est pourquoi, pour rééquilibrer les choses, nous exigeons d'abord que vous baissiez vos tarifs à 15, 20, 25, 10%, chacun de son côté. Et nous imposerons des tarifs sur les produits dont nous avons besoin ici pour vivre, comme les médicaments, l'acier, l'aluminium et les automobiles. Parce que, pour ainsi dire, sinon Détroit est mort, l'endroit où l'automobile a été inventée, l'endroit où Ford a inventé comment les assembler, comment les fabriquer, comment les rendre bon marché, etc. Il était mort parce que nous avons ainsi transféré la production de tout et n'importe quoi dans d'autres pays. Nous ne pouvons pas vous exporter, mais vous pouvez nous exporter autant que vous voulez. Nous corrigeons maintenant 2 choses. Premièrement, les gens ne seront plus volés et nous recevrons des finances d'adus de la douane. Et deuxièmement, nous voulons égaliser ce qu'on prend de nous avec ce que nous prenons. Et à cause de cela, tout a commencé. Le monde s'est accoutumé à quelque chose. Et troisièmement, nous dépensons des sommes incroyables pour la défense. Tous nos partenaires de l'OTAN, Sachem, Théo, le Canada et ainsi de suite, réduisent constamment leurs dépenses, sachant que le grand-oncle avec la matraque viendra les protéger. C'est pourquoi ils vont dépenser de l'argent pour autre chose, pour le social. Et ensuite, ils nous disent encore que nous sommes mauvais, que nous ne payons pas les femmes pendant 3 ans après la naissance de l'enfant. En général, ces actions internes ont conduit à ce que le monde redevienne le monde qu'il était. De notre point de vue, il était injuste, mais pour d'autres, il a pu être juste. Cependant, de notre perspective, il sera juste à l'avenir. Et nous avons commencé nos propres changements internes qui ont conduit cette Amérique, ces 25% du marché mondial, à de tels problèmes. Il ne s'agit pas de vouloir ou non parvenir à un accord, de faire quelque chose spécialement pour quelqu'un. Non, nous menons des changements chez nous. Le Canada, et non la Chine, sera le pays le plus touché. Pour eux, ce sera un véritable cauchemar. Mais ils l'ont compris, ou plutôt, leur direction ne l'a compris qu'avant-hier, lors de la visite de Carney. L'année dernière, malgré de nombreuses explications, ils ne comprenaient toujours pas. Ils croyaient qu'on plaisantait. Mais nous ne plaisantions pas. Oui. Nous plaisantions parce que nous parlions de nous-mêmes. Je comprends que lorsque tu fais un mouvement imprudent, le bateau tangue. Mais que faire si le problème est ça que chaque année, nous empruntons 1 à 2 billions de dollars? Parce que nous distribuons d'énormes sommes d'argent pour les dépenses militaires, nous dépensons l'argent des autres pour nos propres dépenses militaires que nous protégeons. Le Canada, le Japon, l'Europe et d'autres pourraient dépenser chez eux. Nous avons environ 800 bases dans le monde, ce qui est inutile.
Nous faisons cela simplement parce que, si nous les retirons, l'Europe sera absolument, pour ainsi dire, à découvert. Oui, contre deux pays qui augmentent activement leur potentiel militaire. Bien que la Chine et la Russie ne prévoient tétouement pas d'attaquer aujourd'hui, elles pourraient le faire demain. Oui, donc l'Europe ne fait rien à ce sujet parce qu'il y a un oncle qui va la protéger. L'Europe ne s'inquiète pas pour ses propres fabricants, parce qu'ils sont protégés par des tarifs, des douanes, et bien sûr, ils se moquent des fabricants américains. Au moment où nous avons tout dit, nous ne pouvons plus emprunter 2 ou 3 billions, nous ne pouvons plus, nous allons faire faillite complètement. Nous devons refaire quelque chose, mais nous avons commencé à refaire chez nous, et c'est devenu, eh bien, que faire, pour ainsi dire, le monde entier a commencé à trembler. C'est 100%. C'est dans ce contexte que je voudrais demander votre avis. Le 8 mai, l'accord des États-Unis d'Amérique sur les ressources minérales a été ratifié. Auparavant, Bessent avait déclaré que pour Trump, l'accord sur les ressources naturelles avec l'Ukraine était un levier de pression sur la Fédération de Russie lors des négociations. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste ce levier? Eh bien, regardez. D'abord, je voudrais briser cette opinion bien ancrée en Ukraine selon laquelle nous en avons vraiment besoin. Oui, en Ukraine, il y a du charbon, du pétrole, des métaux rares et d'autres choses qui pourraient nous être utiles. Mais, messieurs, croyez-moi, sur le territoire des États-Unis, du Canada et du Groenland, il y a exactement la même chose. Et on peut les extraire sans les énormes problèmes militaires et géopolitiques auxquels nous serons confrontés en Ukraine. Alors maintenant, cet accord, les États-Unis ont dépouillé l'Ukraine. C'est vous qui l'exploitez? Non, vous, je suis désolé, je parle de l'Ukraine. Oui, je ne parle pas spécifiquement contre vous. Oui, je comprends. Sans assistance, l'Ukraine n'existe pas. Aujourd'hui, demain et après-demain. Il n'y aura pas assez de moyens pour commencer à reconstruire les ports, à reconstruire les chemins de fer, à reconstruire les entrepôts, les mines, à renforcer ou à construire de nouveaux, à importer de nouveaux équipements, et ainsi de suite. Donc, les premiers bénéfices possibles arriveront dans 10 ans, si jamais ils arrivent. Maintenant, c'est la première chose, oui, c'est-à-dire qu'il faudra investir, investir, investir pendant 10 ans. Et seulement ensuite, après 10 ans, commencer à en tirer quelque chose. Deuxièmement, c'est la situation militaire, c'est-à-dire, comme l'Amérique le dit, invitons le monde entier à extraire ensemble des métaux rares et ainsi de suite. Il y aura un gain et un bénéfice important. Il se rend en Arabie Saoudite qui répond « Je vous adore les gars, et bien sûr, je vais investir un demi-billion de dollars. Il y a juste un petit problème qui me garantit qu'une guerre ne va pas recommencer là-bas. Donc, la personne qui organise tout cela, à savoir l'homme uni, la partie, oui, les États-Unis d'Amérique, doivent garantir quelque chose. Ainsi, le peuple américain ne permettra pas d'envoyer nos garçons et nos filles de l'OTAN avec les troupes américaines. C'est étrange, peut-être, mais ce serait très étrange si l'OTAN s'en mêlait en tant qu'OTAN. Et la troisième option, c'est-à-dire soit l'OTAN, soit, pour ainsi dire, créer une armée privée, mais nous avons, pour ainsi dire, une armée privée. Les Russes, selon notre principe, ont créé ce Wagner, oui, mais nous allons maintenant créer un certain Mozart, ou Bach, ou Beethoven, et nous serons là-bas. Donc, les déployer là-bas, vous imaginez combien encore ? Eh bien, ce fonds aura beaucoup d'argent, qui, pour ainsi dire, devrait apparemment être organisé maintenant. En fin de compte, donc, il sera terriblement difficile de trouver des investisseurs. Il faudra attendre terriblement longtemps les premiers bénéfices de toute cette histoire. Nous nous mêlons à la politique européenne étrangère, ce que nos pères fondateurs, comme l'a dit George Washington lui-même, disaient, n'intervenaient en aucun cas dans la politique européenne. Ils s'entretuent et nous ne pourrons rien y comprendre. Là-bas, nous serons dans la ligne de mire. Voilà que nous faisons exactement le contraire de ce que les pères fondateurs de l'État américain disaient de faire. Mais là, pour ainsi dire, c'est déjà signé. Si tout se déroule comme prévu et qu'ils approuvent et ratifient, eh bien, c'est signé. Personnellement, moi, je suis fermement contre cet accord. Au moins un tiers des États-Unis d'Amérique, voire la moitié, est absolument et fermement contre toute implication de notre part dans quelque affaire que ce soit en Ukraine. Mais maintenant, je vais expliquer ce que je voulais dire. D'après ce que j'ai dit, on peut déjà comprendre ce que voulait dire notre ministre du Commerce.
En fait, dès que nous commençons, si nous trouvons des partenaires, nous y injecterons en réalité 1 billion. Le nôtre, l'étranger, le commun, nous devons le protéger. C'est 1 billion pour protéger le territoire de l'Ukraine. Nous allons défendre le territoire ukrainien. De plus, nous proposerons, disons, à ce même Poutine, nous lui dirons quelque chose du genre nous avons gelé 200 milliards de vos fonds sur le territoire. Là-bas, il y a les tiens et ceux de tes copains du coopératif du lac. Et nous dégèlerons la moitié là-bas si tu nous permets de les transférer dans ce fonds-là. Et il y aura des négociations à ce sujet, en coulisses, bien sûr. Imaginons que Poutine dise d'accord, là-bas il y a ses 10 copains avec qui il pille la Russie, eux aussi disent d'accord. Donc, ils ont investi, ils sont là-bas dans un tiers d'entre eux. Donc, il y a déjà l'idée qu'ils vont y aller et détruire avec des canons ce qu'ils ont eux-mêmes financé. Eh bien, en général, on ne peut pas vraiment dire ça. Poutine et les siens ne veulent pas l'Union soviétique. Ils veulent vivre très confortablement. Ils veulent que Dieu nous en préserve, personne ne les renverse. Ils ont peur des problèmes internes, ils ont peur des problèmes externes. Ils ne sont pas des conquérants, ce sont plutôt des bandits. Ils s'intéressent à l'argent et encore à l'argent. C'est ainsi qu'on appelait Poutine à Leningrad quand il était au soviet de Leningrad. Il est venu comme assistant de Sobchak, puis il est devenu adjoint. On l'appelait Babki Baboulki. Ils sont venus, ils criaient à tous Babki Baboulki, il faut faire. Et pas à s'occuper de toutes vos bêtises, à réaménager des rues ou à recevoir des grands-mères qui veulent que quelque chose des autorités. C'est pourquoi, dès que nous signons ce contrat, dès qu'il est ratifié et qu'il entre en vigueur, nous assumons pratiquement l'obligation de protection. Eh bien, cette partie dont s'occupera justement ce comité, et il est écrit là-bas que cela se passera sur le territoire, pas du comité, mais du fond, pratiquement sur tout le territoire de l'Ukraine. C'est pourquoi, eh bien, de facto, pas de jure, mais de facto, nous assumons l'obligation de protéger l'Ukraine. Il semble bien, et c'est justement cela qui m'effraie. Léon, déclaration intéressante. Trump a également déclaré qu'il ferait appel à la Chine pour parvenir à la paix en Ukraine. Mais si l'on analyse toutes les tentatives de Trump de détacher ne serait-ce qu'un peu la Chine de la Fédération de Russie, elles n'ont donné aucun résultat, si ce n'est l'activation des positions de la Chine. Et c'est surtout le Kremlin qui en a le plus profité, car il obtenait une position ou une politique plus conciliante de la part de son partenaire chinois. Et nous nous souvenons aussi comment Trump avait proposé à Erdogan de jouer un rôle de médiateur dans le règlement de la question ukrainienne. Pensez-vous que cela ne revient pas à admettre que Trump lui-même n'en est pas capable? Et d'un autre côté, la Chine en a-t-elle vraiment besoin? Eh bien, c'est la plus grande question. Qu'est-ce qu'il emportera? Je pense que, sachant comment opèrent les communistes, malheureusement, sachant comment opèrent les communistes, Trump et Ken Tai n'y arriveront pas. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à faire ce qu'il essaye de faire en ce moment, à savoir les impliquer dans un processus de paix, les impliquer dans... Obama a tenté la même approche avec Poutine et la Russie. Il a fait plusieurs tentatives dans ce sens. Je vais transmettre là-bas, transmets à Volodya que je ne vais pas faire pression sur lui. Transmets à Volodya que je n'agirai pas, comme je le promets au peuple américain. Pourquoi? Pour établir certaines relations, pour dire vivons, pour ainsi dire, regarde, il est bien plus avantageux de commercer que de faire la guerre ou d'entrer en confrontation. Mais Poutine ne gagnait pas de l'argent grâce au commerce, Poutine gagnait de l'argent en prenant une partie des revenus de la population de tout son pays. C'est pourquoi il n'a absolument pas besoin de ce qu'Obama proposait à l'époque. De la même manière, la direction chinoise gagne de l'argent comme Poutine, comme Trump. Je pense qu'il existe encore, jusqu'à présent, une impression un peu naïve que les communistes chinois sont intéressés à ce que la Chine vive mieux. C'est faux. Autrement dit, ils ne sont intéressés que du point de vue de ce qu'ils peuvent exploiter. Ainsi, plus de pouvoir, plus de puissance, et pour ainsi dire, plus on peut soutirer au peuple chinois. Si la Chine a beaucoup ou peu, cela veut dire que ton pouvoir et ta puissance y sont limités, et il est difficile d'en tirer quelque chose. Je pense qu'il s'imagine encore, en quelque sorte, qu'il est parmi les bandits qui faisaient des constructions à New York.
Là-bas, tout était clair, c'était du capitalisme pur. Du capitalisme, oui, là-bas c'était du capitalisme militaire, mais du capitalisme. Tu as aimé et t'acheter, quelqu'un a gagné et tout reçu. Oui, 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 on s'est rencontrés, on a bu, puis on est allé se battre pour un nouveau morceau de terre sur lequel on pouvait construire quelque chose. C'est pourquoi je pense que non, avec la Chine c'est la seule chose qui peut aider. C'est un baril de poudre qu'ils créent à cause du fait que nous avons imposé des sanctions, et 18% de ce qu'ils vendaient. Vous comprenez, la Chine, la Russie et la Chine ont un point commun. Les deux reposent économiquement sur une seule jambe, la Russie repose sur la jambe de l'exportation des ressources énergétiques. Vous pouvez y ajouter de l'uranium, du chanvre, du miel et du bois. Oui, auparavant, ils vendaient aussi des armes, pour ainsi dire, mais maintenant on peut dire qu'ils ne peuvent plus le faire. Et la Chine ne tient debout que grâce à l'exportation de ce qui est fabriqué en Chine. Il n'y a pas de marché intérieur, le marché de l'immobilier s'est effondré. Il n'y a pas de développement de nouvelles terres ni autre chose. Ils ont là-bas une quinzaine ou une vingtaine de villes construites, totalement inhabitées. Ils ont commencé à construire des villes qui restent absolument vides, elles se détériorent, et ainsi de suite. Parce que ce qu'ils ont entrepris là-bas, ils n'ont pas compris qu'avec l'augmentation du niveau de vie, la natalité diminue. Maintenant, ils commencent déjà à parler de comment augmenter la natalité, alors qu'avant, ils pensaient à la réduire. Les pauvres font autant d'enfants qu'ils veulent, alors que les riches, enfin relativement riches, oui, en font très peu. Réfléchissez à la signification de cela et vous comprendrez pourquoi. À la maison, avec 1 ou 2 enfants, il faut les éduquer, les emmener à des activités, leur apprendre le tennis, la musique et bien d'autres choses. À la campagne, un enfant court librement dès la naissance, pour ainsi dire. L'un d'eux a glissé, s'est cogné la tête et est mort, mais il en reste 8, tant pis. Bien sûr, c'est dommage parce que c'est le tien. C'est une situation totalement différente. Et en plus, la situation est complètement différente en Chine du point de vue des relations entre eux. 6 ou 7 fois déjà dans l'histoire de la Chine, il s'est produit que les États internes, les régions, les provinces, oui. Les régions extérieures, situées sur la côte de l'océan, ont connu un développement totalement différent grâce au commerce, à l'innovation et à l'emprunt. Le monde occidental prospérait, tandis que les régions intérieures restaient pauvres, enviées, et des conflits commençaient entre elles. Et maintenant, c'est absolument la même chose. Et si d'un côté les gens gagnent 15 $ de l'heure pour leur travail, de l'autre, ils reçoivent 6 $ par semaine. C'est-à-dire, il y a cette différence entre 600 millions, 700 millions qui vivent à l'intérieur et 400 à 500 millions qui vivent à l'extérieur. Cela conduit au fait qu'ils ont maintenant une chaudière à vapeur sauvage. Si nous parvenons à les maintenir dans cet état de chaudière à vapeur assez longtemps, elle finira par exploser. Mais Donald Trump n'a qu'un seul objectif, faire en sorte que les États-Unis d'Amérique vivent mieux et que le commerce soit équitable. Les amis, bon, écrivez dans les commentaires votre avis. Dites si vous êtes d'accord ou pas et sur quoi exactement. Et écrivez aussi vos questions. Weinstein était en ligne avec nous. Merci pour votre temps, vos réflexions et à bientôt.